Nous continuons à parler de ces propositions qui s'inscrivent dans le cadre de la révision du Code de la famille avec Nouza Scali, militante de la cause des femmes et ancienne ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité. Elle est en direct de Casablanca avec nous. Nouza Scali, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de me recevoir pour parler d'un sujet très important, crucial. Alors, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la réforme du Code de la famille. Parmi les propositions, il y a l'instauration d'un cadre pour la gestion des biens acquis durant la relation conjugale avec la valorisation du travail de l'épouse au sein du foyer en le considérant comme une contribution au développement des biens acquis durant la relation. Que devons-nous comprendre à travers cette proposition et qu'en est-il de la femme qui, en plus des tâches ménagères, travaille aussi dans d'autres domaines? Écoutez, je vous remercie de votre question, mais j'aimerais quand même replacer la question dans le cadre de tout ce processus qui a eu lieu et dans lequel Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, qui a lancé ce chantier depuis maintenant 2 ans et demi et qui est dans la droite ligne de toute sa vision concernant le rôle des femmes et concernant l'impossibilité pour notre pays d'avancer sans que les femmes puissent bénéficier réellement de l'ensemble de leurs droits. Et cette étape est passée par la Constitution marocaine qui a fixé l'égalité, la parité, l'égalité dans tous les droits, et également qui a privilégié l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est à la lumière de ces 2 grands principes, égalité et intérêt supérieur de l'enfant, que se sont orientées toutes les recommandations royales. Et dans la lettre du 26 septembre adressée au gouvernement, justement, il y avait une grande insistance sur l'harmonisation avec la Constitution, sur l'harmonisation avec les conventions internationales qui ont été adoptées par le Maroc et surtout tenir compte des mutations sociales que connaît notre société. Or, ce que je constate, c'est que Sa Majesté le Roi lui-même n'est pas satisfait de ces arbitrages qui ont émané du Conseil supérieur des oulémas, puisqu'il leur a demandé de revoir la copie sur les principes justement d'égalité, de justice, de cohésion, d'inclusion et de cohérence au sein de la famille. Et il a dit très expressément qu'il attend d'eux qu'ils apportent des réponses novatrices en phase avec les exigences de l'heure. Donc ça veut dire toutes les propositions qui sont venues maintenant sont des propositions qui sont à demi-teinte et qui ne correspondent pas du tout aux attentes du mouvement féminin, lequel mouvement féminin a eu l'honneur, grâce à la volonté de Sa Majesté le Roi, d'être un interlocuteur privilégié de la Commission, puisque nous avons eu la fierté de voir défiler toutes les militantes et les militants qui sont venus devant la Commission pour exprimer leur position, pour exprimer leur volonté d'une réforme profonde et globale du Code de la famille. On n'a pas besoin juste de quelques mesures, on a besoin de toute une révision du Code de la famille. Alors pour ce qui est par exemple du mariage des mineurs, on était convaincus que nous allions avoir des lignes rouges, interdit de marier les filles mineures. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé le besoin d'ajouter ce 17 ans? Est-ce que c'est pour satisfaire la vision ou les appétits de certaines idéologies qui se sont malheureusement manifestées pour réclamer que soit maintenu le mariage des enfants? Également pour la question selon vous, cette exception n'avait pas lieu d'être? Ça a été refusé. Normalement, cette exception n'aurait pas eu lieu d'être. Le principe, qui est le principe universel, un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. C'est pas 17 ans, c'est 18 ans. Même 18 ans, c'est jeune, mais disons, c'est un principe que on ne peut pas marier des enfants. Les enfants ne peuvent pas être chefs de famille, s'occuper d'un bébé, ils ne peuvent pas s'occuper d'une maison, ils ne peuvent pas avoir une responsabilité. D'ailleurs, on a vu les tribunaux du Maroc refuser qu'un mari a porté plainte pour trahison conjugale de sa jeune femme qui avait 16 ans. Eh bien, le tribunal a estimé qu'elle n'était pas responsable et qu'on ne pouvait pas l'accuser de trahison. On n'a pas le sens de ce qu'est ni la fidélité conjugale, ni rien d'autre. Donc, pour nous, c'est une ligne rouge. Pas de mariage avant 18 ans. L'autre ligne rouge, c'est pas de polygamie. La polygamie, ça fait le malheur des familles, ça disperse les familles, les enfants sont traumatisés à vie. Tout ça pour satisfaire la volonté d'un homme d'avoir une deuxième épouse. Mais quand on est marié, on est responsable d'une famille. Et la polygamie, c'est quelque chose qui ne correspond plus
C'est une humiliation pour la femme, ça ne correspond plus à notre siècle. Également, qu'est-ce que ça veut dire refuser l'ADN comme preuve pour montrer la paternité des enfants? Mais ça, c'est fondamental, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Son premier droit, c'est le droit à l'identité, c'est de savoir qui il est. Pourquoi est-ce qu'on connaît parfaitement le géniteur, mais que la loi protège l'homme géniteur au détriment de l'enfant et de la femme qui est mère célibataire, qui bien souvent, dans 86% des cas, a reçu une promesse de mariage. C'est une aberration. Et pour ce qui est du tsassem, donc l'héritage par agnation, nous étions convaincus que cette disposition complètement désuète et injuste va être éliminée. Alors aujourd'hui, on nous dit non, c'est pas possible, etc. Il n'y a pas de règle coranique qui oblige à faire le tsassem pour les collatéraux. Imaginez maintenant, on a pris une mesure de dire que la maison pouvait rester au nom de la famille, mais c'est pas suffisant parce que la maison, il se peut qu'elle n'ait pas de la propriété de la maison, de la famille, que ce soit une simple location. Et également, ça peut être la boutique ou le petit terrain qui fait vivre la famille. Désolé de vous couper. Je vais en venir à ma première question. Je tiens à ce que vous répondiez, si possible, à cette question. Parmi les propositions, il y a, je le rappelle, l'instauration d'un cadre pour la gestion des biens acquis durant la relation conjugale, avec la valorisation du travail de l'épouse au sein du foyer, qui est considéré comme une contribution au développement des biens acquis durant la relation. Que devons-nous comprendre à travers cette proposition? Et je le répète encore, qu'en est-il? C'est une disposition injuste. C'est une disposition injuste qui ignore le travail des femmes à l'extérieur et qui place la question de l'entretien par le mari de la femme comme une obligation, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons des dizaines de milliers, des centaines de milliers de femmes qui sont fonctionnaires, qui sont employées dans le privé, qui sont ouvrières, qui sont paysannes et qui travaillent et qui ramènent de l'argent à la maison, mais c'est considéré comme étant nul et non avenu. Alors on considère uniquement le travail ménager de la femme, mais pourquoi ne pas considérer que c'est l'homme et la femme ensemble qui gèrent le foyer, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais messieurs les ulama, je vous en supplie, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Regardez les autobus à 6 heures du matin, ils sont remplis de femmes de ménage et d'ouvrières qui vont rejoindre leur lieu de travail pour amener de l'argent pour leur famille. Nous avons une multitude de familles qui sont veuves, qui sont divorcées, qui sont mariées avec la Fatiha et qui sont seules à pourvoir aux besoins de leur famille. Pourquoi vous n'en tenez pas compte? Il faut absolument en tenir compte parce que c'est ça la réalité. C'est pour ça que Sa Majesté le Roi leur a recommandé de créer une structure permanente pour mieux connaître la réalité dans laquelle vivent les gens, qui est la réalité d'aujourd'hui. Elle n'est pas la réalité d'il y a plusieurs siècles. Et nous avons vraiment besoin de ce regard réel sur la société réelle d'aujourd'hui que nous vivons. Alors, autre proposition, dans le Code de la famille, la garde des enfants devient un droit partagé entre les deux époux durant la relation conjugale, avec la possibilité de sa prolongation en cas d'accord après la rupture de cette relation. On assiste aussi au renforcement du droit au logement pour l'enfant gardé, en plus de la mise en place de nouvelles règles régissant la visite de l'enfant objet de la garde ou son déplacement. Certains applaudissent, d'autres font grincer des dents. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que cela vous évoque? Écoutez, moi, ce que je pense d'abord, c'est que le divorce, c'est souvent une calamité pour les enfants. Et quel est le meilleur moyen de prévenir le divorce pour ne pas faire subir aux enfants ces difficultés et aux mamans ces difficultés d'élever leurs enfants tout seuls? C'est d'avoir des valeurs de l'égalité, parce que c'est au sein de la famille, quand il y a l'égalité, il y a le dialogue, il y a le respect mutuel, il y a l'amour qui s'installe. Mais quand il y a la discrimination et l'injustice, c'est ça qui crée les discordes, qui crée les différends, parce que les normes ne sont pas claires. Donc nous en appelons à promouvoir une culture de l'égalité et à promouvoir aussi des dispositions qui laissent les deux membres du couple tranquilles. Ils sont tous les deux responsables, comme le dit l'article 4 du Code de la famille, qui malheureusement n'est pas appliqué. Il faut leur donner la possibilité de vivre avec des droits égaux. Quand on vit avec des droits égaux et qu'on se respecte mutuellement, on n'en arrive pas au divorce. Mais si on arrive au divorce,
parce que malheureusement ça arrive, il faut trouver les meilleures dispositions qui tiennent compte non pas uniquement de l'intérêt des parents, mais de l'intérêt de l'enfant. Alors qu'il y ait des choses à améliorer concernant le logement, oui, c'est très bien. Également concernant le droit de visite des hommes qui n'ont pas la garde de l'enfant, c'est aussi un droit qui doit être assuré, qui doit être tranquillisé. Il faut qu'on apprenne aux parents à divorcer d'une façon pacifique en maintenant justement l'intérêt pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais tout ça, ça demande justement qu'il n'y ait pas ce climat de guerre qui découle justement des injustices